Est-ce qu'on m'entend là ou j'ai désactivé le son? Non, non, on t'entend. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais peut-être faire une petite introduction de manière à- à pouvoir. Et Abdoulaye continuera s'il faut rajouter des choses sur ce séminaire internationalisme qui a débuté maintenant il y a plus de 6 mois. Je ne sais pas combien de séances on en est, mais on a fait une petite dizaine de séances. Et voilà, bon, alors c'est à chaque fois des problématiques qui essayent de donner sens à justement cette notion très peu académique d'internationalisme, puisque évidemment, c'est hérité du mouvement ouvrier et du combat d'idées plutôt que de la science politique telle qu'elle existe institutionnellement. Alors, ce défi, c'était justement parce qu'il nous semblait que ça devenait un enjeu de plus en plus actuel, de plus en plus pressant, ne serait-ce que sur la question climatique. Mais la question climatique, elle engendre évidemment le risque majeur de la crise climatique, en fait, c'est que les gens puissent plus vivre où ils sont et donc un développement exponentiel des migrations dans tout azimut, hein, puisque ça va être intranational et international. Voilà, bon, alors sans aller dans le sens du scénario catastrophe, on peut remarquer quand même que les gens qui s'intéressent à la crise climatique, et ils sont évidemment nombreux, s'intéressent moins à la question de l'internationalisme, alors que c'est véritablement ce qui nous attend, c'est une explosion migratoire. C'est ça le risque, enfin le risque ou la conséquence majeure de la crise climatique. Donc, ça nous semblait, ne serait-ce que pour cette raison importante, de reprendre cette problématique. L'autre qui est assez évidente, c'est la question des rapports Nord-Sud, bien entendu, dans laquelle se situe plus volontiers la séance d'aujourd'hui, même si elle ne s'inscrit pas. Alors justement, c'est ça qui est une précision à faire, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans un questionnement de collaboration ou de circulation ou d'échange nord-sud à stricto sensu, hein, puisqu'il s'agit de la situation au Chili. Mais il faut dire aussi que depuis des décennies, la question chilienne fait partie de l'actualité politique internationale, hein, depuis l'expérience du Front populaire, sous Allende, et de la répression et la dictature de Pinochet. C'est véritablement une question internationale de justice sociale, évidemment, et d'exemplarité ou de contre-exemple à suivre dans le cheminement des libertés et du progrès social. Par conséquent, parler du Chili, c'est en soi finalement parler de quelque chose qui est de dimension internationale, d'autant plus que cette dimension politique a été réactivée avec, bien entendu, les événements récents qui ont conduit au projet de révision constitutionnelle, ces événements qui ont eu par eux-mêmes aussi un fort retentissement, ne serait-ce que sur le plan féministe, pour donner un exemple, puisque le monde entier, au moment des marches féministes après ce qu'on a appelé le mouvement MeToo, a repris une chorégraphie dansante qui avait été pensée et diffusée sur les réseaux par 4 jeunes Chiliennes. Donc, voilà un exemple encore de résonance de l'actualité chilienne dans l'actualité internationale, même si c'est bien évidemment comment dire, le point à soulever tout de suite. Cette révision de la Constitution a pour l'instant été remise à plus tard, étant donné qu'il n'y a pas eu le plébiscite nécessaire, le vote nécessaire pour plébisciter ce projet de Constitution dont on va reparler sans doute. Voilà, donc du coup, c'est un peu grandeur et misère de l'actualité chilienne et de sa résonance internationale. C'est un peu comme ça qu'on pourrait introduire notre intervenant.
et sa discutante. Bon, je vais les laisser quand même plutôt se présenter eux-mêmes, pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais donc, Franck Godichaud et Emmanuel Barrozet vont tenir le micro plus longtemps que les autres pendant cette séance. Et je passe tout de suite la parole à Franck Godichaud, à moins que Abdoulaye, vous vouliez rajouter un mot de présentation du séminaire. C'est bon, sans plus tarder, on peut laisser Franck nous introduire ses travaux. On va suivre après. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, oui, donc je suis enseignant-chercheur à Toulouse Jean Jaurès, professeur en histoire de l'Amérique latine contemporaine, donc, et spécialiste du Chili. Et donc effectivement, l'invitation qui m'était faite dans le cadre de ce séminaire, c'était d'exposer sur la situation actuelle au Chili et donc les dynamiques en cours du point de vue des mobilisations collectives, de l'expérience constituante à ce stade avorté, et de la question plus large de la sortie de la dictature, de la démocratisation, de la transition, à quel point elle continue à marquer l'actualité. Emmanuel, je ne sais pas si toi, tu veux aussi dire quelques mots. Oui, bonjour, je suis Emmanuel Barrozet, je suis enseignante-chercheuse à l'Université du Chili et au Centro de Estudio de Cohesión y Conflicto Social, un centre de recherche qui travaille sur le conflit et la cohésion sociale. Et ça fait maintenant quelques années que nous échangeons avec Franck Godichaud sur la question du Chili. Et je voulais juste donner comme introduction générale l'idée selon laquelle, comme l'a dit Yvan Saint-Saulieu, le Chili est sous le prisme des médias depuis déjà très longtemps. Et c'est pour ça aussi que c'était intéressant pour nous d'inviter à la fois quelqu'un qui est politologue, historien et sociologue d'une certaine manière, Franck, donc qui a une vision de long terme sur ce qui se passe dans ce pays, mais aussi de relier à des préoccupations internationales. Nous vivons une crise multiple dans le monde entier et le Chili, en 2019, vit une explosion sociale, comme beaucoup de pays d'ailleurs, ce n'est pas du tout le seul. On se rappellera Hong Kong et les parapluies, le Liban, en Amérique latine, il va y avoir aussi plusieurs explosions sociales entre 2019 et 2020. Et en fait, à partir de cette crise, le Chili se repose la question de quelles sont les règles de justice sociale, et donc c'est le lien central avec ce séminaire, dont la société devrait se doter dans le cadre d'une transformation sociale, d'une transformation économique et politique. Et en fait, ce sont des processus assez longs, comme l'a dit Yvan, assez mouvementés. Donc l'idée, c'était de reprendre ce qui se passe au Chili, non seulement pour l'intérêt que peut représenter ce pays, quoique nous sommes très conscients avec Franck, Abdoulaye, Yvan et moi-même que c'est un tout petit pays de 18 millions d'habitants dont la conjoncture n'est pas toujours à la une des médias, sauf en cas de grands changements ou de grands processus. Mais c'est un pays qui a concentré beaucoup d'intérêt, particulièrement des médias. D'ailleurs, Franck a été particulièrement sollicité par les médias français lors de l'explosion sociale, mais aussi lors du processus constituant qui en a découlé. Et donc, il nous semblait intéressant de présenter ce cas-là particulièrement, puisque tout processus constituant repose des questions fondamentales en termes de justice sociale. Quels sont les principes qui doivent organiser une société ? Franck détaillera, mais effectivement, la dernière constitution, enfin celle qui est toujours à l'œuvre au Chili, date de la période de la dictature, même si elle a été amendée. Et ce sont des questions qui traversent l'ensemble de nos sociétés dans le cadre de crises assez importantes, climatiques, de sécurité sociale et économique. Donc, je voulais faire ce lien avec la question de la justice sociale, qui est le thème central de notre préoccupation, et du coup, le fait que le Chili illumine certaines de ces discussions. Merci beaucoup. Alors, on va avoir une présentation de la part de Franck d'environ 45 minutes, et après, on pourra rentrer dans la discussion. Donc, je te ferai signe, Franck, quand nous nous rapprochons de la fin des 45 minutes. Merci Emmanuel. Merci aux organisateurs, du séminaire. Oui, donc là c'est vrai que la séance d'aujourd'hui, elle ne sera pas centrée sur la question internationalisme, circulation internationale, même si, comme l'a précisé Emmanuel Barrozet,
on peut dire que dans la dernière période, et une fois de plus, on pourrait même dire que le Chili est venu impacter la scène internationale et d'une certaine manière a parfois été présenté comme dans son exemplarité au niveau mondial, avec la critique qu'on pourrait faire d'ailleurs à cette idée, hein, mais une fois de plus, le Chili était le pays laboratoire, on peut dire, au cours de la dernière période, comme il l'avait été avec l'expérience de la voie chilienne au socialisme en 70-73, pour toute une partie des gauches mondiales, sous le gouvernement Allende, comme il l'avait été avec le tournant néolibéral radical sous la dictature et un tournant spécifique à partir de 75. Là, on disait laboratoire du néolibéralisme. Et donc, il serait devenu un peu le parangon de ce qui ensuite s'est diffusé à une échelle globale. Et d'une certaine manière, de nouveau, là, le Chili était au cœur médiatique, quand même, de pas mal de médias internationaux, avec un soulèvement qui a surpris beaucoup de monde en octobre 2019 et une expérience constituante tout à fait originale, sur laquelle on va revenir également. Donc, c'est intéressant de voir comment ce petit pays, comme l'a dit Emmanuel, des moments réguliers de l'histoire vient tout d'un coup jaillir sur la scène mondiale et parfois même présenté comme le pays laboratoire d'expérience socialiste, autoritaire, sociale, constituante. C'est quelque chose qu'il faudrait d'ailleurs creuser de ce point de vue-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est avant tout revenir sur la dernière période. Alors, j'ai un regard, oui, d'historien et politiste. Alors, ça serait un peu de la socio-histoire, on va dire, mais avec les limites que ça a, bien entendu, et l'intérêt aussi que ça a d'avoir une vision transdisciplinaire ou multidisciplinaire. J'essaierai de réfléchir quand même dans un premier temps, dans un temps de moyenne durée, d'une trentaine d'années. Ensuite, insister sur la période immédiate de la conjoncture d'octobre 2019, les grandes mobilisations sociales qui ont fait vaciller l'ensemble du système politique chilien. Et enfin, un troisième point sur la question de l'ouverture d'un chemin possible constituant qui mettrait fin aux héritages autoritaires et qui a été au moins transitoirement fermé le 4 septembre dernier par un référendum qui a rejeté ce chemin constituant. Là, c'est une image qui revient très, très souvent, hein, cette idée que le Chili s'est réveillé. Donc, en fait, ce que je vais faire tout au long de cette présentation, c'est interroger un peu cette idée-là. Chile despertó, c'est une idée qui vraiment est revenue très fortement au point de vue médiatique, mais de la part des acteurs eux-mêmes, hein, et même dans une partie de la littérature existante. On peut citer les travaux de l'historien Mario Garcés, qui parle de réveil des mouvements sociaux, du réveil du Chili. Donc l'idée, ça serait d'interroger un peu cette idée, puisque évidemment le Chili ne s'est jamais endormi complètement, et le réveil n'est peut-être pas complet non plus, puisque on n'a pas complètement changé les héritages néolibéraux autoritaires sont toujours là. Donc voilà, on va interroger un peu cette idée-là. Au travers donc, des 3 points que je viens de mentionner. Évidemment, en tant qu'historien, je pense que c'est essentiel de revenir aux racines un peu historiques de la séquence politique très dense que vient de vivre le Chili, même si on pourrait le faire de manière plus large, puisque 30 ans en termes historiques, c'est à peine un soupir, mais quand même, là, il y a une trajectoire historique assez intéressante. Et donc, je pense qu'il vaut mieux commencer par cela, pour s'interroger sur où va le Chili finalement. Il faut savoir d'où il vient, quelles ont été les étapes importantes de la dernière période. Avant ça, insister aussi, hein, moi, donc mon parcours, c'est celui d'abord d'étudier l'unité populaire. Donc, j'ai passé de nombreuses années à travailler sur les années 70 chiliennes, sur le mouvement syndical chilien, sur des acteurs spécifiques, notamment les travailleurs mobilisés. C'est au cours des dernières années que j'ai basculé vers le Chili actuel. En maintenant un regard spécifique sur l'acteur syndical, sur la question du travail, mais cette fois-ci en contexte néolibéral,
alors que dans le cadre de ma thèse et des travaux suivant ma thèse, j'étais centré sur la période pré-révolutionnaire ou le processus révolutionnaire chilien, celui essentiellement des 1000 jours de l'unité populaire. Donc, on peut dire que cet intérêt que je consacre au Chili actuel, il s'est fait en parallèle à un regard sur l'Amérique latine contemporaine, celle du tournant à gauche pour aller très très vite, et puis parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc la question du nouveau cycle que vit l'Amérique latine depuis la fin des années 90. Et en ce sens, on verra que le Chili s'inscrit d'une certaine manière dans ce nouveau cycle, mais une fois de plus, il s'inscrit de manière originale, déphasée, dans ce que certains ont appelé le cycle progressiste latino-américain. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai plein de travaux dans ma rue, j'ai même des bulldozers dans ma rue. Là, deux autres ouvrages qui, eux, par contre, sont plus ancrés dans ce que je vais présenter tout de suite. Un colloque que nous avions organisé en 2016 à Grenoble sur gouverner, résister dans une société néolibérale, donc un travail collectif, avec plusieurs collègues d'ailleurs qui sont aujourd'hui enseignants-chercheurs à Santiago. Antiane Faure, Maria José Godoy, Fabiola Miranda, René Jara, qui sont tous aujourd'hui à Santiago, et un petit essai que j'avais publié en 2016 et dont je vais reprendre certains points, qui s'appelait « Les fissures du néolibéralisme chilien », centré sur la question du travail notamment. Sur octobre 2019, il y a une abondante littérature, beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup d'ouvrages. Donc là, on pourrait discuter, hein, je ne vais pas le faire ici, mais insister sur le fait que, évidemment, il n'y a pas seulement une explosion sociale, il y a une explosion académique, on pourrait dire, en même temps qu'une explosion artistique. Enfin, ces moments de forte commotion sociale, évidemment, les sociologues, les historiens ont été impactés eux-mêmes par octobre 2019 et s'y sont intéressés très fortement. Là, je présente certains ouvrages, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres parmi les derniers. Certains de perspectives plus historiques, d'autres sociologiques, il y a même des études en termes de psychologie sociale, etc., etc. Alors, mon premier point sur comment penser les fissures du néolibéralisme chilien et comment en étant arrivé là, c'est-à-dire à ce soulèvement d'octobre 2019. Évidemment, c'est difficile de répondre à ça en quelques minutes, mais il faudrait le faire en repartant du pacte transitionnel de 89-90. Je ne vais pas développer en détail, mais je pense que c'est quand même un fil rouge qu'il ne faut pas lâcher, surtout si on lit le résultat du 4 septembre 2022, où il y a une sensation que ce qu'on pensait être la fin d'un cycle, c'est peut-être le recommencement en partie d'un cycle qui a du mal à finir finalement. C'est une sorte de permanence dans le changement qui marque cette période. En 89-90, donc, il y a la fameuse transition pactée qui permet de mettre fin à la dictature chilienne. Il y a une négociation qui est menée par les secteurs modérés, les élites civiles et militaires, modérés de l'opposition démocratique, démocrate chrétienne, socialiste, avec la droite civile et avec la dictature de Pinochet. L'idée ici, ce n'est pas de revenir dans le détail sur ce chemin-là des 20-30 années qui suivent. On le sait, ce moment a souvent été présenté comme une transition réussie par une partie des acteurs eux-mêmes, par une partie des auteurs d'ailleurs aussi, au sens où elle était pacifique, négociée, non rupturiste. Et en même temps, les conditions mêmes de cette transition pactée, elles se sont faites au prix de nombreux héritages, continuités autoritaires dans tous les domaines de la vie sociale. Et parmi eux, évidemment, la Constitution de 1980 qui se maintient avec des amendements, mais qui se maintient jusqu'à nos jours. Mais en fait, si on lit de manière plus globale, c'est une continuité beaucoup plus large qui est discutée par de nombreux sociologues au Chili notamment. Bon, on peut citer le plus connu d'entre eux, Manuel Antonio Garretón, mais autour de Garretón, il y a y compris des débats sur comment lire la transition. Mais cette idée, voilà, des enclaves autoritaires, des héritages autoritaires qui se reproduisent en période démocratique et sous les gouvernements civils. Je pense que c'est central pour comprendre l'organisation des acteurs pendant ces 30 années de 90 jusqu'à 2020.
il faut donc penser les continuités du modèle, ce qu'on a pu appeler le modèle néolibéral chilien, que certains aujourd'hui vont appeler celui d'un néolibéralisme avancé. Carlos Ruiz, par exemple, au sens où il a une longue tradition depuis 40 ans. Il a réussi à pénétrer très profondément dans la société chilienne. Il a transformé les relations entre la société et l'État, ce que Garreton appelle la matrice sociopolitique. Il a transformé les relations entre les individus. Il y a tous les travaux de Katia Aorro, Martuccelli et d'autres. Voilà, une société néolibérale, plus qu'un modèle néolibéral, ce n'est pas seulement un aspect économique, c'est toute la société qui est refondée. L'idée de la refondation capitaliste qui est travaillée par des historiens, Thomas Mullian, Manuel Garate et d'autres. C'est quand même ça très, très important parce que, par exemple, l'image qu'on voit ici, on voit cette sorte de consensus autour de la transition, consensus national, et qui a marqué très fortement l'idée qu'au Chili, c'était le conflit est un ennemi de la démocratie d'une certaine manière. Il faut créer une démocratie des consensus qui résoudrait ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire des grands conflits de classe et l'autoritarisme, par une démocratie de basse intensité qui corrige peu à peu les effets les plus radicaux du néolibéralisme. Et donc, voilà, les gouvernements de la concertation qui ont géré la transition pendant toutes ces années-là, ils mettent toujours en avant la baisse très continue de la pauvreté comme la preuve que la démocratie, même néolibérale, a géré cette question centrale de la pauvreté. En fait, tout ce consensus qui a été créé autour de ces néolibéralismes avancés, néolibéralisme mature pour d'autres, il cachait en fait de nombreuses inégalités sociales, des conflits de classe, des inégalités territoriales, etc., qui ont commencé à réémerger, on peut dire, dans ces années 2000-2010. On pourrait citer, y compris les travaux de Thomas Mullian, non, des fins des années 90, qui commencent à lever le voile, comme il dit, sur la démocratisation à la chilienne, soi-disant réussie, mais en fait, qui est une démocratisation où l'oligarchie se maintient au pouvoir, comme il le dit lui, une oligarchie économique, une oligarchie extractiviste, très fortement extractiviste, qui va sacrifier des zones entières du territoire, qui va vraiment, en même temps qu'elle exploite très fortement la main-d'œuvre chilienne, des immenses inégalités sociales, etc. etc. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est important. Même Moulian, à un moment donné, parle de la mise en place d'une citoyenneté carte de crédit qui aurait envahi le Chili, un pays qui avait jusqu'à 1973 une tradition, au contraire, de forte politisation. Il y a même des auteurs qui parlent d'un excès de politisation pour expliquer le coup d'État de 1973, ce qui est assez paradoxal. Donc voilà, derrière la belle vitrine du jaguar chilien, évidemment, il y avait tout ça, ces inégalités sociales, de classe, territoriales, y compris de genre, les rapports à la population et aux peuples indigènes, qui restent néocoloniaux dans de nombreux cas, notamment au peuple mapuche, le rapport à la nature, un modèle extrêmement dévastateur sur ce plan-là, etc. Voilà le fameux bouquin de Thomas Mullian que je vous mentionnais. Cette anatomie du mythe, elle commence finalement à se fissurer à mesure que se réactivent aussi des conflits sociaux durant toute la période. Et c'est pour ça, premier point, que dire que le Chili s'est réveillé, ça serait oublier que finalement, dans la période antérieure, il y a eu une grande quantité de conflits, parfois fragmentés, parfois partiels, effectivement. L'acteur syndical, j'y reviendrai, a été vraiment complètement fragmenté au Chili par la répression, évidemment, mais pas que par la répression, par la nouvelle organisation sociale et économique qui a pulvérisé les classes historiques, on va dire, et qui a aussi pulvérisé le rapport au travail. La précarisation, la très forte précarité dans le rapport salarial, etc., etc. Ça a changé la cosmovision, on pourrait dire, la vision du monde, y compris des classes populaires chiliennes. Il y a aussi une intégration très forte du Chili comme le Chili de la croissance économique, le Chili jaguar et le Chili pays des classes moyennes.
Ça, Emmanuel Barrosé l'a travaillé depuis de très nombreuses années, où on voit que les statistiques, il y a un déphasage entre les statistiques et la vision qu'en ont les acteurs eux-mêmes. Voilà, il y a une nouvelle classe ouvriers, on pourrait dire une nouvelle classe de travailleurs, mais qui n'est plus du tout la même que celle des années 70, dans un contexte, malgré tout, de politisation lente, mais de certains acteurs, même si globalement, on reste dans un scénario de forte dépolitisation, de crise de légitimité du système politique et institutionnel, de crise du syndicalisme, etc. Dans les années 2000, ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui émergent malgré tout, notamment autour de la jeunesse, les actores et secundarios, qui ne sont pas secondaires, mais notamment des collèges, des lycées, des étudiants, qui vont mener des luttes importantes jusqu'à la grande explosion de 2011. Et ça, il y a un antécédent quand même important, c'est 2006 pour ces acteurs-là. On voit que ce qui est semblé naturalisé par le néolibéralisme en démocratie ne l'était pas, notamment pour toute cette nouvelle génération qui n'a pas vécu la dictature, qui a perdu en partie la peur aussi. La marchandisation de l'éducation, de la santé, des systèmes de pension. Cela revient sur le devant de la scène dans les années 2000 et les grandes mobilisations également. Ça conduira, pardon, certains sociologues comme Alberto Mayol a carrément proclamé l'effondrement du modèle, ce qui sera ensuite largement discuté. Mais au-delà de la discussion, Mayol mettait quand même le doigt sur certains aspects qui méritaient d'être soulignés. Il n'y a évidemment pas eu derrumbe, il n'y a pas eu d'effondrement, en 2011 notamment ou après, mais la question de la politisation du mal-être en contexte néolibéral est largement discutée à cette époque par de nombreux sociologues. Et d'autre part, cette idée que malgré l'atonie néolibérale qui semblait hégémonique, qui avait fragmenté les acteurs historiques des mobilisations sociales, malgré tout, on voyait que de plus en plus des conflits se multipliaient, de nouveaux acteurs relevaient la tête. J'ai mentionné donc l'acteur des étudiants, de la jeunesse. Il faudrait évidemment mentionner les luttes féministes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le débat, mais c'est tout à fait central de mon point de vue. Elles ont repolitisé la question sociale de manière transversale sur un ensemble d'éléments, de manière même radicale pour une certaine d'entre elles, en pointant du doigt pas seulement la question des violences sexistes et sexuelles, pas seulement la question de l'avortement, ce qu'elles ont fait évidemment, mais la question de la précarisation de la vie en contexte néolibéral, de la précarisation du corps des femmes, mais aussi des migrantes, des peuples mapuche, la question de l'exploitation de la nature. C'est vraiment très, très large. La question du travail, travail productif et reproductif, travail domestique, rémunéré et non rémunéré. Et moi, je suis persuadé qu'à partir de 2016, la puissance féministe, au pluriel, parce qu'il y a une grande pluralité des conflits dans ce champ-là, a participé très fortement à la remontée et à l'explosion sociale d'octobre 2019, à la remise sur le devant de la scène de questions qui étaient latentes pour questionner le pacte transitionnel et en même temps mettre à l'agenda des questions aussi importantes que la démocratisation du travail, l'Assemblée constituante, la parité, les droits des femmes, etc. Et la grève aussi, puisque un des répertoires d'action de féministes, c'était la grève féministe. Là, vous avez devant vous le 8 mars 2019, qui a vu la plus grande grève féministe, non seulement du Chili, mais en fait de l'histoire récente latino-américaine. Mais donc, des acteurs divers, il faudrait citer de nombreux acteurs socio-environnementaux autour des zones dites de sacrifice. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais là aussi, ça c'est venu pointer un autre aspect du modèle très fortement. Freirina,
autour de la côte, de ports qui ont été sacrifiés, etc. Les mobilisations des peuples autochtones, notamment mapuche, qui continuent à être une épine dans le pied, notamment dans les pieds de l'État chilien, on pourrait dire, avec la question des droits territoriaux, l'autodétermination, etc. Et malgré tout, c'est aussi à ça que je voulais venir, on voit une revitalisation partielle mais nette de l'acteur syndical. Donc là, on l'a quand même assez travaillé et il faut souligner aussi le travail qui est fait justement au sein du COES et au sein de l'Observatoire de la grève du COES qui montre, malgré tous les a priori qu'on peut avoir, y compris au sein des sciences sociales, au Chili comme ailleurs, que cet acteur-là serait complètement marginal. En fait, les statistiques et les études montrent qu'il n'est pas marginal du tout et qu'il y a même une remontée régulière des formes de répertoire d'action syndicale, y compris le répertoire par excellence, celui de la grève. Dans un contexte pourtant très dégradé, puisque vous savez peut-être qu'au Chili, le Code du travail, la législation laborale est une des plus conservatrices de l'Amérique latine et la plus conservatrice de l'OCDE ou une des plus conservatrices des pays de l'OCDE. En gros, pour faire une grève légale au Chili, c'est très difficile. C'est quelques jours par an ou une semaine par an dans un contexte de négociation réglée sur des points précis. Et tout le reste, ce sont des conflits jugés extra-légaux. Malgré tout, dans un contexte, j'insiste, de forte fragmentation, de forte faiblesse de l'acteur syndical, il y a une remontée, une revitalisation de certains espaces syndicaux. Donc voilà, c'est ça qu'on a vu émerger à partir de 2006-2007, puis 2011, puis 2016. Donc, il montre qu'il y a quand même des antécédents pour expliquer la grande explosion d'octobre 2019, avec en parallèle ce qu'on pourrait appeler comme une crise de légitimité. Bon, c'est classique de dire ça, mais au sens où toutes les enquêtes, CADEM et autres, ont montré une tendance baissière sur la légitimité de la figure présidentielle, du Parlement, de l'Église catholique avec des scandales de pédophilie, de Carabineros, donc la police, la gendarmerie chilienne. Toutes les grandes institutions ont vécu une forte crise de légitimité par en haut, on peut dire une fracture par en haut, en même temps qu'émerger ces acteurs par en bas, plus des cas médiatiques de corruption, de collusion entrepreneuriale, de collusion entre la sphère du grand patronat et du Parlement, qui a alimenté un rejet massif de la politique en général et de l'espace électoral en particulier, mais de la politique et des institutions en général. Donc, c'est dans ce contexte-là de crise de légitimité par en haut et de certaines remontées fragmentées mais réelles d'acteurs sociaux mobilisés que explose finalement octobre 2019. Et dire ça, ça permet de montrer que finalement, c'est pas quelque chose... Parce qu'on a parfois pu lire octobre 2019 comme une explosion spontanée. Et de mon point de vue, c'est pas la bonne lecture. On le sait en sciences sociales, rien n'est spontané de toute façon. Alors, le deuxième point, c'est celui-là, ce que j'ai appelé la dimension tellurique d'octobre 2019. Ces fissures du néolibéralisme, on peut dire qu'à un moment donné, elles apparaissent comme des brèches, sans représenter, j'insiste, un effondrement comme l'aurait voulu Alberto Maillol, mais quand même, voilà, il y a un ensemble de brèches de plus en plus grandes dans ce qui était le consensus démocratico-néolibéral avancé de la transition des années 90. Là, on peut dire qu'à ce moment-là, en 2019, c'est l'aboutissement finalement de cette crise du consensus. Les élites... Bon, si on lit comme Gramsci, les élites ont du mal à continuer à gouverner, même si ceux d'en bas ont du mal à imposer une alternative à cette gouvernabilité. On est dans un entre-deux, et dans cet entre-deux va exploser un soulèvement populaire unique dans l'histoire démocratique chilienne, par son ampleur, par sa radicalité, par sa violence, par les niveaux de répression. J'insiste, à un contexte démocratique, évidemment. Et c'est ça qu'il faut aussi lire. Il y a donc de nombreux collègues qui ont lu ça bien mieux que moi, qui ont fait des travaux récents très intéressants, multiples,
Ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce qui se passe le 18 octobre? C'est vraiment une éruption, alors certains diront plébéienne, au sens où l'acteur est multiple. C'est un acteur populaire, mais dans lequel on retrouve la classe moyenne précarisée. La jeunesse est au cœur, mais on retrouve aussi très rapidement euh, les travailleurs, enfin les salariés, on va dire, mais qui ne vont pas en tant que salariés, mais plutôt en tant que famille d'eux. On retrouve aussi, c'est ce que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, les anciens, hein, les retraités qui ont mené des mobilisations tout à fait importantes autour de Nomas AFP, donc contre les fonds de pension et la capitalisation du système de retraite au Chili, qui dans les années antérieures ont pu mener des mobilisations assez exceptionnelles, hein, pour un mouvement de retraités. À cette échelle-là, il y en a peu d'expérience, y compris en Amérique latine. Et donc, autour d'augmentation de 30 centimes du prix du tarif de métro, on va avoir les 30 années qui vont exploser finalement à la figure du système politique chilien. D'où l'idée « no son 30 pesos, son 30 años ». Non? Et cette phrase-là, elle vient quand même bien montrer le lien entre l'immédiateté, hein, de l'explosion et l'articulation pleine et entière avec ces 30 années de néolibéralisme au Chili. J'en suis à combien de temps là, Emmanuel, pour me caler? Alors, il est 10h44, donc ça fait 25 minutes que tu parles. Ok, parfait. Donc là, sur octobre, je n'ai pas détaillé, parce qu'il y a beaucoup de textes et sûrement plusieurs d'entre vous, on peut lire dessus, peut-être seulement des reportages, mais il y a vraiment beaucoup de choses, des films, des documentaires. Vous pouvez même aller voir le dernier documentaire de Patricio Guzmán, Mon pays imaginaire, qui est très intéressant parce qu'il montre l'enthousiasme d'un jeune homme de 80 ans qui a l'impression de revivre la révolution de ces années 70, ce qui, de mon point de vue, n'est pas du tout le cas, mais c'est aussi émouvant de voir ça. Il y a une explosion sociale, on a parlé d'estallido, il y a plusieurs manières de dénommer. Moi, je pense que l'estallido, c'est pas tout à fait, ce serait plutôt une révolte sociale, voilà. Mais bon, il y a plusieurs manières de le faire. Cette explosion sociale, si on parle comme d'Aubry, rapidement, c'est un moment fluide, hein, donc les acteurs se retrouvent, il y a une confluence d'acteurs qui d'habitude ne sont pas ensemble, là ils se retrouvent ensemble dans la rue. Il y a aussi une diffusion de ces mobilisations à d'autres espaces de la société qui traditionnellement étaient plutôt loin de la mobilisation, loin de l'espace public, loin y compris de la manifestation. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont manifester pour la première fois de leur vie, y compris à ce moment-là, dans les jours suivants. Donc ça montre vraiment, voilà, on est dans une conjoncture fluide de crise politique, vraiment typiquement au sein de d'Aubry. Et si initialement c'est la jeunesse qui mène le bal, très rapidement, donc il y a d'autres acteurs qui s'agrègent, notamment sur la base de la répression. La répression va avoir un effet d'irradiation de la révolte au lieu de l'éteindre, parce qu'il y a un rejet massif dans la population face à l'ampleur de la répression qui est menée à cette époque, donc par Sébastien Piñera, le président de droite qui est au pouvoir à ce moment-là. Donc, il y a plutôt un déchaînement, hein, de ce moment de crise qui combine des formes de violence et de protestation populaire, au sens qu'on pourrait le réintroduire, y compris avec les réflexions de Gabriel Salazar, qui a des ouvrages sur la violence politique dans l'espace public au Chili, hein, au cours du XXe siècle. Bon, ben là, on voit ressurgir des formes de violence politique, populaire, on va dire. Mais en face, il y a une violence d'État très marquée, une répression d'État extrêmement forte. Bon, là, on a les chiffres, hein, ils sont impressionnants. Plusieurs milliers de blessés, certains graves, presque plus de 400 mutilés oculaires, l'utilisation des violences sexuelles dans des espaces type commissariat, mais parfois en dehors des espaces institutionnels. Des milliers de personnes enfermées qui seront ensuite dénommées par le mouvement social, une partie d'entre lui, du mouvement social, comme prisonniers politiques de la révolte sociale.
le couvre-feu, le déploiement des militaires dans l'espace public pour la première fois depuis la fin de la dictature. Tout ça, ça participe d'un moment vraiment de crise avancée du modèle. Et en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une forte radicalité qui s'expose à ce moment-là. La jeunesse va au contact des forces de l'ordre, il y a les fameuses premières lignes, les répertoires d'action vraiment se radicalisent. Et on le verra d'ailleurs se reproduire, là on parle de circulation, en Colombie, de la même manière. Ça c'est intéressant de voir ces circulations-là. Donc, 7 octobre 2019, juste pour ne pas être trop long, ce qu'on peut dire, c'est que si c'est vrai qu'il n'y a pas des organisations traditionnelles qui paraissent comme au centre du déploiement de cette mobilisation collective, malgré tout, et là, il y a un très bon texte que je conseille justement lié au COES et l'Observatoire de la grève de Sebastián Osorio et Diego Velázquez, qui montre quand même très bien que ça serait allé très vite en besogne que de dire il n'y a pas l'acteur de classe, en gros, n'existe pas, c'est pas tout ça, les travailleurs n'y sont pas et l'acteur syndical n'y est pas. En fait, si, malgré tout, l'acteur syndical était présent dans ce moment-là. Et il faudrait revenir sur la généalogie, notamment de la Mesa de la Unidad Social, donc la table de l'unité sociale, qui en fait est initiée en août 2019 et qui montrait en fait des tendances à l'œuvre, où il y a 150 organisations qui, autour de la CUT, des grands acteurs syndicaux ou parasyndicaux, puisque dans le public au Chili, on ne peut pas se syndicaliser, vont commencer à faire un phénomène d'agglomération et en mettant en avant des revendications, rappelons-le, où il y a déjà la question notamment des salaires, de la précarisation du travail, mais aussi la question de l'Assemblée constituante, qui était déjà présente dans de nombreuses mobilisations antérieures à octobre 2019. Donc, je pense que enfin moi, de mon point de vue, puisque je travaille là-dessus aussi, évidemment, mais c'est important de revenir là-dessus, c'est que l'acteur syndical a été présent malgré tout, malgré sa faiblesse, et il a peut-être même eu un rôle tout à fait fondamental, puisqu'il y a eu 4 grèves nationales organisées pendant, disons, l'octobre 2019, et il y a notamment eu, là vous avez l'image, à Valparaiso, le 12 novembre, la grande grève nationale, grève générale, enfin déclarée comme générale en tout cas, dans lequel il y a eu plus de 2 millions de personnes mobilisées. Alors, on pourra détailler ensuite, hein, ce n'est pas forcément mobilisé sur son lieu de travail en grève, mais mobilisé au travers de l'appel, notamment de la table d'unité sociale et du bloc syndical de la CUT et d'autres acteurs de cet espace-là. Et il faut quand même rappeler que c'est la plus grande grève générale de l'histoire démocratique du Chili. Depuis la transition, c'est certain. Donc, ce n'est pas une petite affaire et ça explique en partie le basculement, et Sébastien Piñera dira lui-même, le 12 novembre, ça a été un moment d'inflexion dans l'histoire du Chili. Donc là, je vous renvoie au très bon texte de Osorio et Velázquez qui rappelle tous les ressources mobilisées par l'acteur syndical, sa faiblesse et en même temps ce qu'il a réussi à faire dans ce contexte de fragmentation. Le fait qu'il y ait des acteurs stratégiques donc, qui utilisent leur pouvoir stratégique comme l'acteur portuaire, par exemple, qui va bloquer 25 ports sur 27. Bon, moi, ça m'interpelle puisque j'ai beaucoup travaillé dernièrement sur le syndicalisme portuaire. Donc voilà, il se passe quelque chose là qui explique que par la suite, là, vous avez justement un graphique, hein, vous voyez le 12. Donc là, c'est toutes les actions de protestation et manifestation dans la période. Et en fait, la grève du 12 novembre, non seulement c'est un appel à la grève nationale, mais en même temps va se combiner, il va y avoir une confluence avec les barricades, la mobilisation, les actions violentes et pacifiques qui vont se combiner autour de cette grève, qui fait basculer la situation politique de mon point de vue, ça c'est très clair, et qui ouvre la possibilité d'un processus constituant et en même temps qui fait qu'une partie des élites du système politique essaie de reprendre la main sur ce processus à l'œuvre, sur cette crise politique. Et c'est le fameux accord pour la paix sociale et une nouvelle constitution. Donc, pour ne pas être trop long, puisque je vais développer mon dernier point, mais ça, c'est un moment de bascule, à mon avis, central. C'est à la fois
comment le système institutionnel a la flexibilité pour réussir à recanaliser en partie cette immense explosion sociale, comment les acteurs mobilisés commencent aussi à s'essouffler à ce moment-là. On voit que la COUT et le bloc syndical relancent un appel le 25-26 à la grève, mais qui sera beaucoup moins suivi. Et comment les partis politiques de Gabriel Boric, donc disons de la gauche, je ne sais pas comment on pourra l'appeler, la gauche post-néolibérale jusqu'à la droite radicale, vont se mettre d'accord, sauf le Parti communiste, pour reprendre un chemin institutionnel, mais en même temps ouvrir vers une assemblée constituante qui sera une convention constitutionnelle pour des raisons qu'on pourra expliquer tout à l'heure dans le débat, qui a été un thème de débat d'ailleurs assez important. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouverture du processus constituant, elle est directement liée à cette crise sociale, à cette mobilisation sociale, et je pense aussi à ce moment du 12 novembre également, qui, il faut rappeler, a vraiment bloqué l'économie et a fait qu'un acteur aussi important au Chili que le grand patronat chilien a toqué la porte du pouvoir politique en disant « là, ça ne va pas être possible, il faut vraiment faire quelque chose ». En même temps, donc, on peut dire que c'est une ouverture de démocratisation possible de la transition pactée. Pour la première fois, on a la possibilité d'une assemblée constituante élue qui mettrait fin à la constitution de Pinochet. Elle est massivement approuvée, cette idée-là, par le référendum d'octobre 2020. Non, excusez-moi, mais j'ai un doute. C'est quand le référendum C'est bien d'octobre? octobre. Il était prévu pour avril-mai 2020 et finalement, ça a été déplacé à cause de la pandémie pour octobre. Donc, tu as tout à fait raison. Octobre 2020. Et donc, il valide vraiment à une très grande majorité de ceux qui vont voter, j'insiste là-dessus, la possibilité de la nouvelle constitution, même si on reste dans un contexte de forte abstention, ce qui est un des premiers paradoxes. Un autre élément que vient de mentionner Emmanuel, qui est central, la pandémie, qui va venir vraiment attaquer fortement les niveaux de mobilisation, une mobilisation qui a été réprimée, qui s'essouffle, et en plus la pandémie vient remettre en cause certaines formes d'organisation tout à fait internationales, intéressantes, pardon, assemblées territoriales, etc. Bon, il va falloir que je fasse des résumés parce que je suis un peu long, mais qu'est-ce qu'on peut dire? L'ouverture du chemin constituant, ce qui est intéressant, certains disaient, avec le pacte qui est signé en novembre, qui était pour la paix sociale et la nouvelle constitution, certains disaient c'est la fin, en gros les élites reprennent le dessus et les vieux partis vont entièrement canaliser le processus et certains acteurs sociaux disaient ça y est, ils nous ont enterrés une fois de plus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on voit même les résultats de l'élection à la Convention constitutionnelle, qui se faisait en parallèle à d'autres élections, si on regarde ce schéma-là, en fait, on voit l'effraction, en fait, une effraction électorale quasiment, puisque les indépendants rentrent très fortement dans la Convention constitutionnelle, ce qu'on a appelé à un moment donné la liste du peuple, notamment. On voit les secteurs conservateurs qui se retrouvent mis en minorité dans cet espace, alors qu'historiquement, ils pesaient plutôt 50% des chambres, on va dire, ou 47%. Des partis de la gauche radicale comme le PC, de la nouvelle gauche, du Front large, eux aussi s'en sortent assez bien. Et puis, le fait qu'a été imposé l'idée d'avoir des sièges réservés aux peuples autochtones, l'idée de la parité. Donc, d'une certaine manière, cette élection de la Convention, c'est aussi un effet différé de la force tellurique d'octobre, de mon point de vue, et pas son enterrement, comme certains l'ont annoncé à ce moment-là, comme quoi, de toute façon, c'était un espace qui était en dehors, en fait, des acteurs. Les acteurs, finalement, ont réussi à forcer la porte, ils sont aussi entrés dans cet espace-là, ce qui explique une certaine radicalité du texte qui va en surgir. Un texte qui sera très long, 388 articles, très progressiste pour le Chili actuel, qui va mettre sur le devant de la scène notamment la parité, des droits sur la question
des femmes, du travail reproductif, du travail domestique, la fin de la privatisation de l'eau, la forme de l'État qui devait être transformée, un État plus régional, où on aurait fermé le Sénat, plus décentralisé, qui aurait accepté la revendication historique d'un État plurinational, ce qui, pour un État très centralisé comme le Chili, et qui s'est fait en tournant le dos au peuple autochtone, était aussi une transformation radicale. Hein, on regardait là plus vers la Bolivie que vers l'histoire chilienne. Un ensemble d'éléments, la question du travail aussi, le dire, très avancée pour le contexte chilien, puisque droit de grève reconnu et étendu, une possibilité de la négociation par branche qui avait été annulée par la dictature de Pinochet. Donc un ensemble de transformations tout à fait importantes, qui a été le produit de presque un an de négociations au niveau de la Convention constitutionnelle. Une convention qui a été présidée à son départ par une femme linguiste, universitaire, intellectuelle mapuche, ce qui n'est pas une petite affaire. La deuxième responsable de l'État chilien était Elisa Loncón à ce moment-là, ce qui quand même, à l'échelle de l'histoire chilienne, est une radicalité démocratique vraiment, de mon point de vue, tout à fait, au point de vue symbolique, tout à fait concrète. Donc, vraiment, il y a eu un effet de toute cette crise et cette mobilisation qui s'est incarné à un moment donné au sein de la Convention, malgré ses limites et malgré la volonté de certains acteurs de contraindre les effets de cette Constitution. Le quorum des 2/3, etc., l'impossibilité de toucher aux accords internationaux, aux traités de libre-échange, bon, il y a un ensemble de données. Et en même temps, on voit en parallèle, la participation électorale reste basse. Donc, on savait dès le départ que l'ensemble du corps social ne s'est pas senti mobilisé ni représenté par ce qui se passait dans le pays. Vous voyez un peu les résultats. Entre-temps, il y a eu pandémie, crise économique, inflation. Il y a eu aussi élection présidentielle, qui est venu confirmer ce que je suis en train de dire, c'est que l'octobre et l'octobrismo, il n'a pas touché l'ensemble de la société chilienne. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a au contraire même toute une partie du corps social qui était pour le retour à l'ordre, qui rejetait ces options progressistes, féministes, avancées. Et il y a une autre frange de la société, notamment de la classe populaire, qui pensait plus immédiatement à avoir un peu de stabilité dans un contexte de forte précarité et d'incertitude sur l'avenir. Tu vas me dire qu'il me reste... il reste 5 minutes. OK. Donc, si on lit le premier tour des présidentielles au Chili, vous voyez l'abstention quand même qui reste tout à fait colossale. Hein. Et en même temps, il faudrait rappeler qu'au premier tour des élections, c'est l'extrême droite et Cast qui arrive en tête. Donc là aussi, ça donnait des indices sur jusqu'où en fait les possibilités de transformation démocratique post-néolibérale étaient ouvertes au Chili, malgré tout. Moi, je vais passer. Hein. Si on lit ça aussi, ça montre l'effondrement quand même des partis traditionnels. Hein, c'est assez impressionnant. Les 3 premiers candidats dans les élections présidentielles ne sont pas issus des partis traditionnels. Des partis historiques comme la démocratie chrétienne arrivent vraiment très en dessous. L'élection de Gabriel Boric semblait malgré tout confirmer l'orientation progressiste post-néolibérale qu'avait pris le Chili de manière, par surprise, certains diront, ce tournant-là en octobre 2019. Mais en même temps, la réalité a été beaucoup plus complexe. Et ça s'est confirmé avec le 4 septembre 2022. Patatras, on pourrait dire, en tout cas pour les forces de gauche progressistes, une partie des acteurs sociaux qui avaient défendu ce chemin constituant, parfois en soulignant les limites, mais aussi les avancées.
Là, on voit que dans un contexte de participation obligatoire, d'inscription automatique aux élections, plus de 4 millions de personnes ont été inclus dans le vote alors qu'ils étaient abstentionnistes et ils ont voté massivement contre. Et dans les classes populaires, on a voté massivement contre, à plus de 70% contre ce nouveau texte constitutionnel qui était présenté par la gauche et une partie des accords sociaux comme la meilleure constitution possible pour sortir des héritages autoritaires, de la constitution de Pinochet et du néolibéralisme. Donc là, sur les raisons du rejet, je dis quelques mots, Emmanuel, je te jure, je ne vais pas être long. Là, vous avez une répartition, disons, par revenu du rejet. C'est assez impressionnant. Vraiment, les classes populaires votent contre ce texte constitutionnel progressiste. L'ensemble des communes du pays votent contre, à part 8 d'entre elles. Sinon, il y a majoritaire contre. Il y a des grands territoires où le peuple mapuche est présent. Là aussi, on vote contre, alors que c'était l'idée de l'État plurinational. Pour certains, c'était quasiment incompréhensible. Comment on peut expliquer ça? Et évidemment, c'est multifactoriel. D'une part, on peut dire que la Convention constitutionnelle, peu à peu, est apparue comme séparée de la quotidienneté, de l'ordinaire des Chiliens, et elle est apparue comme une institution de plus, dans un cadre de crise de légitimité générale des institutions. Donc là, il y a eu un déficit pour faire passer vers le bas de la société, qu'est-ce qui se discutait. Même certains ont de plus en plus rejeté les figures des constituants au plan médiatique, etc. D'autre part, il y a eu un vote sanction contre le gouvernement Gabriel Boric, ça fait aucun doute, pour une partie de l'électorat. Au lieu de voter sur la Constitution, ils ont voté contre le gouvernement, notamment dans un contexte de crise économique, de post-pandémie. Il faudrait souligner la question de la campagne elle-même, comment elle s'est déroulée, l'usage médiatique, notamment par les secteurs conservateurs, des réseaux sociaux, des médias, l'absence de régulation du financement des campagnes médiatiques. Ça, c'est un vrai problème, à mon avis, électoral et démocratique. Une excellente campagne qui était menée par l'opposition à la constituante pour dire on veut bien une nouvelle constitution, mais pas celle-là, et en attirant à lui une partie du centre politique. Et en face, une campagne plutôt faible pour le oui à la Constitution. Et enfin, une constitution tellement vaste qu'elle a pu agréger un ensemble d'acteurs opposés à elle, très variés. Sur la question de l'avortement, les églises, qui ont un rôle tout à fait important. Sur la question de la plurinationalité, une partie de ceux qui pensaient que les Chiliens allaient perdre des droits face au peuple mapuche, etc., etc. Et donc là, il y a eu un déficit qui explique les raisons de ce rejet. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire que la situation aujourd'hui au Chili est tout à fait complexe. Le gouvernement a vécu une défaite radicale et a dû recomposer encore plus avec d'anciennes figures de la concertation et de la transition pactée, donc, qui revient dans le jeu politique. Il y a de nouveau des mobilisations sociales, mais elles sont éparses, fragmentées et avec beaucoup moins de capacité d'incidence politique, on pourrait dire ça comme ça. Il y a une droite radicale qui se réorganise et qui pense que vraiment l'ennemi, c'est octobre et il faut tout faire pour ne pas revenir à une telle crise politique, y compris avec des options d'extrême droite. Enfin, il y a un très bon livre de Stefanoni sur la droite rebelle ou l'extrême droite rebelle et comment elle se réorganise en Amérique latine. Et puis, je voulais juste finir avec ça. Pourquoi, finalement, la transition pactée semble revenir en permanence dans l'histoire chilienne, y compris ces derniers jours? Le président Gabriel Boric vient d'inaugurer la statue de Patricio Aylwin et dans son discours, il a dit peut-être qu'avec un peu de chance, nous aussi, on se souviendra de nous. Moi, Gabriel Boric, il a cité la ministre Vallejo, ministre communiste très, très, très populaire au Chili. On pourra se rappeler de nous comme l'ont été Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, c'est-à-dire toute la série des présidents qui ont incarné la transition pactée au Chili, en rappelant que Aylwin lui-même a soutenu le coup d'État contre Allende, et donc il ne fait pas du tout partie du patrimoine, en tout cas historique, de la gauche chilienne, et donc c'est une ironie de l'histoire, de cette manière, ce cycle qui semble revenir de manière permanente dans l'histoire chilienne.
Merci beaucoup, Franck, pour cette fresque à la fois générale et très détaillée du processus chilien des dernières années. Alors, nous avons aussi parmi nous Anna Pomarou. Donc, si Anna veut aussi commenter, prendre la parole depuis son expérience sur les organisations Mapuche, elle est la bienvenue, en plus de Yvan Saint-Saulieu et Abdoulaye Diallo. Donc, je vais commencer simplement par reposer certaines questions que tu as abordées, Franck, très très bien, mais pour peut-être revenir sur certains aspects du processus que le Chili a vécu, et peut-être aussi pour faire une comparaison avec d'autres chemins institutionnels ou d'autres parcours historiques d'autres pays. Alors, tu as mentionné en plus des mobilisations des acteurs territoriaux, féministes, syndicalistes, autochtones et autres. Donc, tu as très bien détaillé la force de ces mouvements au cours des dernières années et le rôle effectivement qu'elles ont eu dans l'explosion sociale. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça n'a pas été spontané. D'ailleurs, on a travaillé avec Yvan Saint-Saulieu sur la notion de spontanéité en montrant dans le discours des acteurs qu'en fait, il y a un ensemble d'éléments qui alimentent un flux qui effectivement déborde à un moment, mais il y avait un flux qui augmentait très régulièrement. Et j'aimerais revenir peut-être un peu plus sur deux éléments que tu as signalés au cours de ta présentation, qui sont d'abord le rôle des élites, puisqu'à un moment tu dis très justement, enfin avec un graphique, que la concentration des richesses au Chili est d'environ un tiers des richesses, donc ce qui est bien au-dessus de beaucoup de pays. Il faut rappeler aussi que le Chili et le Mexique sont deux pays d'Amérique latine, voilà, qui font partie de l'OCDE, donc du club des pays riches. Et en fait, à partir du moment où, à la fin de la décennie 2000, le Chili rentre au sein de l'OCDE, il n'est plus le premier étudiant de la classe Amérique latine, il devient le pire étudiant de la classe OCDE. Donc, c'est toujours très intéressant de revenir sur ces comparaisons internationales. Effectivement, il y a le rôle de l'élite dans un pays dont l'économie est concentrée sur l'extraction de ressources minières, forestières, maritimes, etc. Donc, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, quand on voit les chiffres que tu nous montres, même les États-Unis, qui sont le pays capitaliste par excellence, on n'a que 20% de la concentration de la richesse parmi le 1% le plus riche. Donc, je voulais revenir un peu sur le rôle de l'élite dans le sens où, et peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais ce sera intéressant de discuter là-dessus. Quand on parle de justice sociale, quand on parle particulièrement de la redéfinition d'un pacte social aujourd'hui au Chili depuis 2019, même s'il y a eu ce vote du 4 septembre contre la nouvelle proposition, non seulement on parle de redistribution des richesses, de comment améliorer les systèmes de protection sociale, donc pour les plus pauvres ou les classes moyennes, mais on parle aussi de quelle va être la contribution des classes les plus aisées au modèle de développement. Et on sait que le modèle de développement chilien a particulièrement favorisé une élite extractiviste, rentière, et qui, peut-être, au moment de l'explosion sociale, et ça tu l'as dit aussi, a eu peur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'élite a dit, bon, il faudrait peut-être quand même qu'on réfléchisse à changer un peu ça. Et puis, en fait, c'était un moment très particulier dans les années récentes. Et puis, par le biais aussi des médias, tu l'as dit, l'élite reprend la main d'une certaine manière. Donc, je voulais revenir un peu avec toi sur cette question du rôle de l'élite et du rôle des médias dans l'ensemble du processus. Il est peut-être important aussi de rappeler que dans le cas du Chili, il y a effectivement l'unité populaire qui est un moment où les secteurs populaires ou les classes moyennes essaient de redéfinir le pacte social. Bon, on sait quelle en est l'issue, le coup d'État de septembre 1973, mais il y avait déjà eu la réforme agraire dans les années 60, qui est peut-être le grand traumatisme de l'élite chilienne, peut-être plus finalement que l'unité populaire, où il y a une redistribution des terres, donc qui va être inversée par la suite lors de la dictature. Donc j'aimerais revenir là-dessus parce qu'on a eu vraiment le sentiment lors de la campagne pour le plébiscite que, comme tu l'as dit, l'élite a déployé une stratégie médiatique qui a très bien marché et qui n'est pas que de l'ordre des fausses informations ou des fake news, qu'il y a vraiment un verrou de la part de l'élite qui a un peu sauté au moment de l'explosion sociale parce que l'élite a eu peur, effectivement, elle a eu peur pour ses intérêts, pour la possibilité de continuer avec son business dans le pays. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus aussi, comme pendant peut-être de la force qu'ont eu les mouvements sociaux. Et puis là, d'ailleurs, on a eu hier dans les journaux l'hypothèse dans un entretien que Manuel Antonio Garretón a donné à La Tercera, l'hypothèse d'un retour
d'un projet de restauration de la droite. Et tu l'as signalé aussi, on a de nouvelles droites d'ultra-droite qui sont aussi un problème en Amérique latine, tel qu'a pu être Trump aux États-Unis ou le Brexit en Europe ou Orban ailleurs. Donc, j'aimerais revenir sur le rôle de l'élite et après, on pourra revenir peut-être sur certains éléments plus liés, par exemple, à la démocratie participative au cours des dernières années. Mais j'aimerais commencer par ce premier élément qui me semble vraiment très important dans le processus politique chilien. Oui, ben en fait, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, c'est parfois, on a parfois un déficit, en fait, d'analyse et d'études sur les élites. Moi qui ai travaillé initialement sur l'unité populaire, ça fait des années que je le dis, je ne l'ai pas fait moi-même, hein, mais ça serait très intéressant d'avoir une histoire de l'unité populaire vue, par exemple, par la bourgeoisie chilienne, une histoire de la bourgeoisie chilienne durant l'unité populaire. Ça serait extrêmement intéressant. Alors, il y a quelques études sur des secteurs patronaux, des syndicats patronaux, mais plutôt une sociologie des élites dans ces périodes de grands conflits. Et ça nous manque pour penser la solidité, en fait, de ce qu'on appelle parfois le modèle chilien, mais je ne sais pas si c'est un modèle, mais la solidité du néolibéralisme à la chilienne. Alors là, maintenant, il y a quand même plus de choses qui sont là-dessus, mais en termes de redistribution et d'inégalité, c'est quand même pas tant le niveau de... Voilà, il y a une oligarchisation de l'économie qui se maintient dans la durée malgré la sortie démocratique. Et ça, c'est une tension permanente finalement. Alors, je ne dis pas que c'est qu'au Chili, hein, toutes les sociétés sont traversées par ça. Là, entre la démocratie électorale et les répartitions des richesses, il y a une tension permanente. Mais là, au Chili, elle est particulièrement forte et surtout qu'elle se croise, elle est transversale avec un ensemble d'éléments autour, comme je pense que tu l'as bien mentionné, c'est au sens où, en plus, c'est disons, une classe dominante qui est essentiellement rentière, extractiviste, et en partie articulée au service, mais qui sont eux-mêmes liés au modèle extractiviste. Donc, elle est très peu entrepreneuriale, cette élite. Et ça aussi, c'est un des paradoxes du modèle chilien. Elle participe peu à la mobilisation économique. C'est surtout, si on parle comme David Hervé, c'est de l'accumulation par dépossession, très largement. Pas seulement, mais très largement. En même temps, on sait qu'elle est consolidée, bien structurée. Et ça, c'est le cas avant même le coup d'État, mais évidemment, la dictature chilienne va lui donner une assise beaucoup plus forte en redistribuant les richesses, mais par le haut. Elle est en partie, familiale, très fortement familiale, ces élites chiliennes. On sait que ce sont quelques familles qui ont vécu initialement dans l'ombre de la dictature et ensuite qui consolident leur assise au plan international. Donc, on a tous les grands noms qui apparaissent dans le classement Forbes à chaque fois. Et ça pose la question de la difficulté, même sans parler de perspective post-capitaliste ni rien, une redistribution par le biais de l'impôt au Chili, qui est un des grands tabous, qui est une des grandes difficultés de la démocratisation. On le voit bien, même ces dernières années, ces derniers mois plutôt, comment Gabriel Boric a eu du mal à mettre en place la réforme tributaire qu'il avait promise, évidemment parce qu'il est minoritaire au Parlement, mais parce qu'en plus, c'est vraiment un os dur à ranger, celui-ci, qui vraiment lève immédiatement beaucoup de résistance. Et de ce point de vue, ça montre la puissance qu'a l'élite chilienne, et notamment les secteurs économiques. Et ça me permet de revenir aussi sur ce que tu disais, c'est effectivement, surtout dans un contexte où ce sont les classes dominantes économiques qui sont aussi, en grande partie, celles qui concentrent les entreprises médiatiques. Donc, on le sait, au Chili, le niveau de duopole est assez impressionnant. Il n'est pas total, mais il est assez impressionnant. Donc, entre les deux grands acteurs qui ont non seulement la presse, les radios, une partie de la télévision. Et là, on a bien vu à quel point les secteurs conservateurs, mais plus largement derrière eux,
vraiment des grands entrepreneurs ont mobilisé du cash, en fait, pour investir la campagne au plan médiatique et vraiment mener une campagne médiatique. Et oui, moi, j'ai tendance aussi à insister parce qu'il y a certains acteurs ou même certains collègues qui insistaient beaucoup sur les fake news. Effectivement, il y a eu des fake news qui ont très largement circulé sur on va vous exproprier votre bien, vous allez l'État plurinational, ça sera les Mapuches devant et les Winkas derrière, etc. Mais au-delà de ces fake news, il y a aussi une vraie campagne qui a été menée médiatique pour démonter systématiquement la convention et être très efficace. Et donc là, il y a un problème qui me semble vraiment important, c'est la question de la démocratisation médiatique, qui est un vieux serpent de mer à l'échelle régionale, hein. Rappelons-nous quand en Argentine, on a commencé à parler des 3 secteurs, privé, communautaire, public, c'était une bonne idée, mais qui n'a jamais été mise en place. Et dans aucun pays latino-américain, c'est mis en place. Donc là, il y a un verrou, en fait, qui montre la puissance, en fait, des élites chiliennes et leur capacité, pour l'instant, en tout cas, de en permanence retomber sur ses pieds et d'empêcher une démocratisation ne serait-ce que partielle des héritages autoritaires. Merci Franck. Alors j'aimerais revenir aussi sur un élément qui a frappé l'opinion publique internationale par rapport au cas du Chili, dont on a beaucoup discuté aussi en France ces derniers mois, du moins avant les résultats du plébiscite du 4 septembre, c'est que le texte constitutionnel dont tu as parlé, donc, qui a été présenté à l'opinion publique chilienne, enfin à la citoyenneté chilienne le 4 juillet 2022, est un texte extrêmement avancé par rapport au droit international, au moins sur 3 plans. Le premier, c'est la parité homme-femme. Tu l'as dit, bon, non seulement la Convention a été élue avec une parité homme-femme complète, d'ailleurs le mécanisme de correction a souvent rétabli des hommes dans les sièges de la Convention parce que plus de femmes avaient été élues à l'origine, mais la nouvelle Constitution proposait la parité homme-femme dans l'ensemble de l'appareil d'État. Donc c'était un changement très très important par rapport au droit international des femmes. Donc il y avait cet élément-là. Il y avait aussi, comme tu l'as signalé, l'élément de la présence et la représentation des peuples autochtones à l'avenir, c'est-à-dire une représentation beaucoup plus forte qui aussi avait impacté le vote pour les conventionnels, puisque, comme tu l'as signalé, certains sièges étaient réservés à des populations autochtones et c'était d'ailleurs, ils étaient élus sur une liste à part. Donc ça, c'est un élément important pour l'élection, mais aussi dans le nouveau texte, comme tu l'as dit, il y avait une reconnaissance des droits des peuples autochtones plus avancée même que le droit international, en particulier une reconnaissance de l'autonomie des peuples autochtones qui allait plus loin que l'accord de l'OIT numéro 169, donc qui est le benchmark du droit international. Bon, il y a eu aussi cette question de la plurinationalité qui a été assez mal interprétée, puisque ça a été présenté comme une fragmentation du droit chilien, alors qu'en fait, c'était le paiement d'une dette historique par rapport aux peuples autochtones. Et puis finalement, il y avait un troisième point qui était plus avancé par rapport au droit international actuel, qui est les droits de l'environnement. Donc, il y avait des discussions assez intéressantes sur les droits de la nature, sur la protection de la nature. D'ailleurs, la Convention avait déclaré l'urgence climatique du Chili. Donc, sur ces 3 points-là, effectivement, il y avait une avancée par rapport au droit international qui avait été d'ailleurs beaucoup discutée par les constitutionnalistes et les comparatistes, puisque ça n'était pas simplement une question nationale, ça repoussait ce qu'on avait, disons, quelques mètres plus loin par rapport au droit international. Et puis après, il y a eu les droits conventionnels de 3e génération, des droits sociaux, dont tu as parlé aussi, non seulement consacrer, mais aussi établir des mécanismes de garantie de certains droits à la santé, à l'éducation, à la retraite, à logement social, etc. Donc ça, c'était quelque chose de très, très important, et je pense que ça fait partie de la polémique, justement, puisque ça pouvait déposséder l'élite de certaines prérogatives. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, pour faire avancer ces questions-là, la Convention a aussi été
elle a aussi décidé de mettre en place des mécanismes de participation pour peut-être prendre la température de l'opinion publique, mais aussi pour faire remonter certaines préoccupations de la population. Et ça a été justement, au-delà de ce dont nous parlions, de la campagne contre la Convention ou contre le nouveau texte, là, il y a eu des problèmes reconnus par la Convention elle-même. Alors, il faut aussi dire que tout cela a été extrêmement rapide. Si on revient au cas de la France et les multiples conventions que nous avons eues, quels que soient les noms, assemblées, conventions, etc., c'est en général des processus traumatiques assez longs, avec des morts, avec des conflits. Bon, dans le cas du Chili, on a eu effectivement l'explosion sociale que tu as très bien décrit de 2019. On n'a pas eu de morts pendant la Convention, on n'a pas eu d'assassinat politique, on n'a pas eu d'arrestation. Bon, il faut rappeler quand même que ces grands processus de redéfinition des conventions pour établir de nouveaux textes constitutionnels, en général, ce sont de grands conflits sociaux qui donnent lieu à ça et canalisés dans le cas du Chili. Ceci, ça n'a pas été facile. Le problème, c'est effectivement qu'il y a eu 1 an pour travailler. La Convention a respecté tous ses accords au départ qui sont le temps imparti, la qualité du texte, etc. Mais effectivement, les mécanismes de participation, de diffusion du texte ou pour recevoir la sensation de l'opinion publique, non, tu l'as bien dit, il y a un moment où il y a un décrochage entre le travail au départ de la Convention, donc il y a une réception, une sensation assez positive à partir du moment où la Convention est élue et elle commence ses travaux en juillet 2021, et à partir de l'approfondissement de la crise, avril surtout 2022, on commence à sentir un décrochage. Donc j'aimerais revenir un peu sur cet épisode plus particulier. D'ailleurs, tu as sauté un peu justement pour respecter le temps, je te remercie. Revenir un peu sur la rapidité du processus. Pourquoi les mécanismes de participation qui ont été mis en place finalement n'ont pas permis d'ancrer le texte dans le débat public, et pourquoi finalement ce sont des peurs. Bon, alors on est en contexte de crise, hein, on est en crise globale, on est en crise nationale. Effectivement, dans les moments de crise, ce sont les peurs qui remontent, tu l'as bien dit aussi. Mais est-ce que tu peux approfondir sur cette question justement de pourquoi les mécanismes de participation qui ont été mis en place, qui étaient assez avancés aussi, il y a eu des cabildos, il y a eu des consultations locales, la Convention n'a pas pu se déplacer autant qu'elle aurait voulu en province pour revenir avec la population, pour retravailler certains aspects, mais ça c'est quelque chose qui, dans le cadre des 30 ou 40 années de crise de la démocratie représentative que nous avons au niveau global, on attendait aussi beaucoup de la Convention chilienne sur sa capacité à installer, réinventer, programmer de nouveaux mécanismes de participation. Donc, malgré le foisonnement des acteurs dont tu as bien parlé, particulièrement au niveau local, qu'est-ce qui, dans ton opinion, de chercheur, a limité effectivement la possibilité que ces mécanismes de participation ancrent le texte constitutionnel dans le débat public et au sein de la population? Je voudrais rebondir, là, si vous m'entendez. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que dit Emmanuel là, pour poser dans le prolongement une question, c'est-à-dire cette fameuse crise économique, là, ou cette peur économique qui se serait venue jouer un rôle de frein considérable par rapport aux desiderata ou aux velléités progressistes des milieux populaires qui ont voté massivement contre la Convention. Moi, j'aimerais bien avoir quelques éléments de description concrète de cette dégradation apparemment des conditions de vie des classes populaires dans les derniers temps, puisqu'il y a quand même un retournement d'opinion, vu qu'ils ont voté, alors peut-être in extremis, mais elles ont quand même voté pour Boric. Alors, je ne sais pas, tu parlais aussi de déception par rapport à ce qu'avait fait Boric. Voilà, pour moi, c'est un peu une énigme, ce refus massif des classes populaires. Et donc, j'aimerais bien en savoir plus sur le contexte économique, si c'est possible. Et après, juste un commentaire sur la bourgeoisie chilienne. Je trouve qu'effectivement, on voit bien à travers de ce qui est dit à quel point elle est parasitaire, dans le sens que c'est une accumulation par dépossession, hein, et par, comment il disait Macron à propos de la Russie là, en Afrique, il parlait de préemption ou de prédation, c'est ça. Par contre, c'est évidemment d'ailleurs pas un phénomène unique au Chili, mais elle a cette dimension toute particulière, très importante, liée au rôle des richesses tirées du sol. Mais ce que je me demandais par rapport à ça,
dans le contexte des revendications traditionnelles latino-américaines, de la critique de l'impérialisme américain et de la critique des formes de dépendance, c'est à quel point elle est chilienne, cette bourgeoisie, ce qui ne m'étonnerait pas forcément, mais puisque c'est bien la bourgeoisie chilienne républicaine qui prend position des terres des Mapuches au sud du Chili au XIXe siècle. C'est pas les Espagnols d'avant l'indépendance. Donc, il y a bien des racines chiliennes, mais je voulais savoir jusqu'à quel point, et s'il y a une espèce de toujours une présence importante du capital étranger et qui pèserait sur le conservatisme de cette bourgeoisie nationale. Merci. Beaucoup de questions et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre complètement. Et je pense qu'Emmanuel aurait beaucoup d'éléments à apporter, en fait. Donc, moi, je te retournerai des questions aussi, Emmanuel. Parce que, donc moi, j'étais au moment de l'élection du référendum de sortie en septembre. Et puis là, dernièrement, à Toulouse, on a invité des collègues chiliens, notamment Rolando Alvarez, qui est historien de l'Université de Santiago. Et aussi, on a pu organiser des forums avec Alondra Carrillo, donc, qui est une dirigeante féministe qui a été députée constituante. Donc, ma réponse, c'est aussi le produit des conversations que j'ai pu avoir avec les collègues, en plus de ma présence sur place là-bas. Mais évidemment, je ne peux pas me revendiquer d'un terrain que j'aurais réalisé dernièrement. Donc, voilà, c'est aussi les limites de ma réponse. En tout cas, ce qu'on a pu voir dans le processus d'élaboration de la convention du texte et de la participation, pendant ce processus-là, c'est effectivement, il y a eu des initiatives assez nombreuses. C'est ça qui est assez paradoxal, parce qu'au moment où on observait l'élaboration, moi, je trouvais quand même qu'il y avait un effort qui était fait d'aller en région, malgré les problèmes sanitaires. Il y avait les possibilités de présenter donc, des projets d'initiatives populaires. On réunissait 15 000 signatures. L'Assemblée de la Convention devait élaboré autour de ces propositions-là. D'ailleurs, l'initiative constitutionnelle populaire qui a reçu le plus de signatures, elle vient du secteur conservateur. C'est No Con Mi Plata. Enfin, c'est les secteurs conservateurs eux-mêmes se sont mobilisés au travers de ces espaces de participation pour essayer de faire avancer leurs idées, notamment contre l'idée d'un système de pension par répartition. Il y a certaines figures, il y a un jeune avocat notamment qui est très médiatique de l'ultra-droite qui a animé une campagne très active sur No Con Mi Plata, c'est-à-dire l'idée néolibérale. C'est vraiment très intéressant d'ailleurs en termes néolibéralisme avancé, revendiquait que les pensions doivent être capitalisées et je capitalise pour moi et on doit pouvoir hériter de ces capitalisations et en aucun cas l'État doit socialiser ou une caisse par répartition, ça serait du vol en fait. Donc les secteurs conservateurs aussi ont participé à ça. Mais ce qu'on a pu voir en fait, c'est que c'était insuffisant. Progressivement au plan médiatique, il y a eu aussi des cas médiatiques qui ont alimenté une mauvaise image de la Convention. Alors, je ne vais pas revenir en détail, mais il y a notamment un indépendant qui a menti sur sa maladie alors qu'il était une des figures pour la lutte contre le système de santé privatisé, etc. Donc, il a été exclu finalement de la Convention. Ça a alimenté une mauvaise image médiatique qui a été... Là aussi, le pouvoir médiatique a surdéterminé ce type d'image négative, et ça, c'est un vrai problème démocratique. Et après, en parlant par exemple avec Alondra Carrillo et d'autres, ce qu'elles reconnaissent aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du mal à vraiment faire circuler, disons, dans les interstices de la société, la base de la société, la complexité et la pluralité des discussions qui étaient issues de la Convention. Une convention et un texte constitutionnel qui était parfois lu de manière qui comme trop distant, trop complexe. Mais d'une certaine manière, tous les textes constitutionnels sont complexes. Là, c'est vrai que celui-là, il est très touffu. Il fait 388 articles, il n'est pas toujours simple, etc. Moi, de mon point de vue, un élément qui explique ça, c'est aussi la désactivation des relais. Parce que quand on voit qu'octobre 2019, c'est aussi l'explosion d'expériences
Alors, je ne suis pas en train de magnifier hein, avec toutes leurs limites, mais quand même, des cabildos et des assemblées territoriales qui, à un moment donné, avaient une vraie structuration. Il y a même eu un début de coordination à Santiago des assemblées territoriales. La répression, la baisse de la mobilisation, la pandémie et ensuite la crise sont venus désactiver ces espaces-là. Même si dans le cadre de la crise, il y a eu les expériences des ollas comunes, qui étaient un peu une réponse aussi collective, communautaire, territoriale à la crise. Mais il n'y a pas eu donc ces relais en termes d'organisation territoriale pour alimenter la discussion constitutionnelle vraiment à la base de la société. Et ça parle aussi des faiblesses, en fait. Au-delà de l'explosion d'octobre 2019, des faiblesses d'un corps social qui reste, si on peut le dire d'une certaine manière, maltraité ou pulvérisé. Et ce n'est pas que le Chili, hein, bien entendu. Si on regarde la France, il y a des phénomènes qui sont parallèles. Des acteurs sociaux qui ont du mal à être insérés socialement, même des grandes organisations historiques. Aujourd'hui, si on regarde la gauche politique, le seul parti qui a encore une vraie base sociale, c'est le Parti communiste. Et pourtant, elle est très amoindrie, cette base sociale. Si on regarde sur quoi repose ce qui est la force de Gabriel Boric, la force politique, je veux dire, le front large, il repose sur très peu d'espace social. C'est impressionnant. C'est plutôt une grosse tête avec une petite base sociale. J'ai un doctorant, Axel Noguet, qui est en train de travailler, il fait une très belle thèse sur le Front Frente Amplio. C'est un réseau d'étudiants, d'élites, de classe moyenne, mais qui a du mal à développer une base sociale populaire. Donc, les faiblesses de la gauche, les fragmentations du mouvement social, je pense qu'elles expliquent aussi, en partie, les difficultés de défendre le texte constitutionnel dans les espaces populaires, on va le dire. Ou en parallèle, les églises évangéliques sont très présentes et font du vrai travail à la base, où il y a aussi des secteurs conservateurs qui arrivent à construire dans des communes, notamment on parle de la Audi Populaire par exemple, etc. Donc voilà, il ne faut pas non plus toujours avoir l'idée que classe populaire, c'est gauche et mouvements sociaux, évidemment. Mais donc voilà, les secteurs contraires à la Convention, eux aussi ont fait du travail territorial qui était contraire à la défense de ce texte constitutionnel. Et sur ce que disait Emmanuel, oui, c'est vrai que c'était un processus qui était rapide aussi, qui était sous pression, sur un timing en permanence qu'il fallait tenir extrêmement rapide, qui n'a pas permis tous ces espaces de discussion. Après, moi, justement, ma question, Emmanuel, c'est dans le résultat du 4 septembre, il a commencé à apparaître toute une discussion sur finalement, on s'est trompé ou la gauche identitaire est responsable de ça. On a défendu les identités au lieu de défendre les droits sociaux. Et moi, ça m'a paru une discussion assez dangereuse, en fait, à vrai dire, où l'idée, c'était quasiment en train de dire, oui, il y avait trop de féminisme, trop d'autodétermination, trop de plurinationalité. Et c'est pour ça que les classes populaires n'ont pas compris l'intérêt qu'elles avaient à voter pour cette constitution. Je caricature, hein, mais quand même, il y a eu cette discussion qui s'est menée. Et donc, vous, là, sur place, quel bilan vous menez de tout ça? Qu'est-ce qui a pu pêcher Alors, c'est peut-être une question aussi normative que je pose, parce que moi, je pense personnellement que cette constitution et d'ailleurs, j'ai voté pour, parce que je pouvais encore voter comme en tant que résident étranger. C'est d'ailleurs un aspect démocratique du système électoral chilien, il faut le souligner. Les résidents étrangers peuvent voter même aux référendums nationaux. Là, est-ce que c'est un élément de la discussion où il fallait peut-être une constitution plus resserrée, plus courte, moins complète pour essayer de gagner cette bataille-là? Là, il y a une question. Et juste pour répondre, avant de te redonner la parole, Emmanuel, sur cet aspect-là, à Yvan, la description de la crise économique, c'est Emmanuel qui pourra la mener le mieux. Mais moi, quand j'étais sur place là, en septembre, j'étais impressionné quand même. C'était dans la bouche de tous les gens, hein. Même dans des quartiers là où j'habitais, à la Florida, qui est entre classe moyenne et classe populaire, on va dire. Et tout le monde était la galère, le manque de boulot. Et une autre question que je n'ai pas mentionnée, l'insécurité.
l'insécurité a envahi vraiment les discussions quotidiennes, le champ politique. Et ça a participé aussi du vote sanction contre Gabriel Boric, à mon avis, très puissamment. Et c'est une vraie question qui est posée à la gauche en ce sens. Merci Franck, merci Yvan. Alors je vais commencer par la deuxième question qui est nettement plus simple, enfin, le deuxième point, qui est la crise économique. Alors, je pense que c'est très important aussi de comparer, par exemple, par rapport à la France, comment la crise du Covid a été vécue par la société. En schématisant extrêmement, on peut dire qu'en France, c'est l'État qui a payé fondamentalement la crise avec les programmes de soutien aux entreprises. Alors, je schématise, mais les familles ont effectivement eu des difficultés de tout ordre pendant la crise du Covid en France, mais il y a eu un soutien, il y a eu les paquets de soutien général de l'Union européenne. C'est en général le service public, l'État, qui a soutenu la crise. Dans le cas du Chili, en fait, ce sont les familles qui ont payé le prix de la crise. Alors, de plusieurs manières. D'abord, il faut rappeler qu'on avait un gouvernement de droite au pouvoir, celui du président Piñera, au moment où le Covid s'installe en mars 2020. Et en fait, dans le cas du Chili, il n'y a pas eu de programme d'aide à la population avant le mois de juillet-août. Il faut rappeler aussi qu'on a eu des émeutes de la faim en mai 2020 dans les communes périphériques du sud de Santiago en particulier. Franck l'a bien souligné, il y a eu le travail de ce qu'on appelle les sous-populaires qui a été très très important, mais on a vécu une crise très forte et qui en plus venait après la crise de l'explosion sociale qui a quand même amoindri l'activité économique, qui a rendu très très difficile le soutien aux petites entreprises. Enfin, ce sont les particuliers, les petites entreprises qui ont pris de plein fouet la crise. Dans le cas du Chili, finalement, la crise est en partie amortie par le fait que la population est autorisée à prélever plusieurs fois 10% de ses économies dans le cadre des économies par capitalisation pour la retraite. Donc en fait, alors ce n'est pas une politique publique, encore moins une politique sociale, dans la mesure où finalement le gouvernement a permis aux gens de retirer une partie de ses fonds de pension pour amortir la crise. Donc en fait, effectivement, ça a mis des liquidités sur le marché, ça a permis aux familles d'affronter d'une certaine manière la crise, en particulier à partir de juillet-août 2020. Il y a eu 3 retraits qui ont été acceptés par le gouvernement. Bon, du point de vue de la population aussi, ça a été peut-être… alors, on en a beaucoup discuté, non ? Si c'était un mouvement anti-néolibéral pour affaiblir le système de retraite par capitalisation, qui était extrêmement critiqué, puisque au moment où une génération entière arrive à l'âge de la retraite, en fait, la moyenne des retraites est inférieure au niveau de la pauvreté. Donc, c'est un constat d'échec complet du système des retraites par capitalisation. Mais on a peut-être surinterprété aussi le fait que c'était une tentative de mettre fin à ce système. En fait, c'était un réflexe aussi particulièrement néolibéral de reprendre ce qui était à chacun, comme l'a dit Franck aussi à un moment, non, quand il y a eu aussi à nouveau cette discussion récemment sur le système des retraites. Donc, effectivement, la crise, ce sont les particuliers qui l'ont financée. Donc, non seulement, ça a permis effectivement de ne pas faire monter de manière exponentielle la pauvreté, que les gens puissent manger, mais bon, en gros, ça a été la liquidation du système des retraites. Aujourd'hui, on a 40% de la population qui n'a rien sur ces comptes d'économie privée pour la retraite. Donc, on a une catastrophe nationale aussi de ce point de vue-là. Donc, ça n'a pas aidé effectivement à l'ambiance générale. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que la manière dont la crise du Covid a été financée, c'est extrêmement différent, par exemple, en France, du Chili. Sur ce, comme tu l'as bien dit, Franck, s'ajoute une crise de la sécurité publique. Bon, le Chili n'est pas un pays comme dans les Caraïbes où on avait des enlèvements, des situations, disons, de vol à main armée avec des armes de guerre. Ça, on ne connaissait pas au Chili avant la crise du Covid. Donc, c'était alimenté par différents éléments. Alors, d'abord, il y a eu la crise dont tu as parlé des carabiniers, des forces armées. Il y a eu un énorme scandale en 2016 sur le fait que les forces de l'ordre baignaient aussi dans des scandales de corruption. Donc, il y a eu des armes de guerre qui sont passées des forces de l'ordre à des mafias locales.
Et puis, il y a une question qui est toujours extrêmement difficile à mettre sur le tapis. Ça va être un peu la même question sur les droits dits identitaires par rapport à des droits sociaux plus généraux. C'est la question de l'impact de l'énorme crise migratoire qui traverse l'Amérique latine et qui fait que il y a une énorme population des Caraïbes qui est arrivée au Chili. Ça, c'est une crise qui n'a pas été traitée. Le gouvernement du président Piñera a complètement laissé pourrir cette situation. Effectivement, il peut y avoir un type de violence importée. Donc, c'est très, très difficile à savoir. Il y a très peu de gens qui travaillent vraiment là-dessus. Il y a une partie nationale, non, du fait que la situation économique, quand la pauvreté augmente, finit par augmenter la pauvreté. Et quand il n'y a pas de travail, effectivement, la délinquance. Et je pense que Franck a tout à fait raison quand il dit que sur la question de l'augmentation de la pauvreté, il y a une sensation de perte de contrôle de la part de l'État sur la situation de la délinquance, qui fait qu'il y a un repli des familles au sein de l'espace privé. Il y a une vraie préoccupation sur le fait de sortir dans la rue et de finir avec un pistolet sur la tempe. C'est une vraie crise de sécurité publique que le Chili ne connaissait pas avant la crise de la pandémie. Et ça, effectivement, ça a eu un impact sur le vote du 4 septembre, mais aussi un vote de rejet contre le président et son gouvernement. Ça, c'est effectivement très, très important. Et je pense qu'on ne peut pas séparer la crise économique de la crise de la sécurité. Et ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue. Le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place un accord transversal sur les questions de sécurité pour au moins donner à la population la sensation que quelque chose est en train d'être fait. Les priorités de la population, comme l'a bien dit Franck, ont complètement changé par rapport entre 2019, le moment où le Chili se réveille. Effectivement, il y a une sensation que les limites de la croissance économique ou du système, c'était une grande partie de la population qui l'a payé. Il n'y avait pas de vraie redistribution malgré la croissance économique. Et la situation économique change de manière tellement forte qu'effectivement, les préoccupations des Chiliens vont changer. Et là-dessus, le phénomène aussi qu'on a, pour finir sur la question de la crise économique, c'est que ces retraits des 10% des fonds de pension vont alimenter une inflation nationale bien avant que l'inflation internationale du fait de la crise en Ukraine, de l'augmentation du prix des combustibles, du pétrole, du gaz ou des produits alimentaires impacte doublement sur la situation économique chilienne. Donc, on a un double phénomène d'inflation locale, plus celle qui est importée à partir de février 2022. Donc, c'est effectivement une situation de crise très complexe qui n'était pas ni dans les plans du gouvernement du président Boric, ni dans les plans des conventionnels au moment où la convention se met en place en juillet 2021. Donc ça, c'est très important. J'espère en partie répondre à la question d'Yvan sur la crise économique. Et puis après, alors la question très épineuse que pose Franck, effectivement, sur la critique qui a été faite à la convention de mettre trop en avant des droits de dernière génération, donc, dont on a parlé, qui sont les droits des femmes, les droits des peuples indigènes, les droits des minorités sexuelles, les droits des animaux, par rapport à ce marasme social-économique, effectivement, qui impacte une grande partie de la population. Alors, je pense que peut-être il y a un problème de traduction aussi entre le français et l'espagnol. Quand on parle de droits identitaires ici au Chili, on met peut-être moins de pincettes sur le terme identitaire que quand on essaie de traduire ça en français. On en a beaucoup parlé avec Alfredo Joignan, donc il y a un collègue aussi du COES qui essaie aussi de faire cette traduction entre les questions des certains débats ici et les débats en France. Le terme identitaire en France est souvent associé à des questions d'extrême droite et à des questions de repli. La manière dont on utilise le terme ici au Chili en termes identitaires peut être liée de manière moins complexe à des débats de gauche sur les identités, comme on dit, mais effectivement la traduction est assez complexe, les identités des minorités sexuelles, les identités, la diversité des identités féministes. Franck l'a bien dit aussi, la question féminisme est extrêmement plurielle ici au Chili. La question des identités indigènes, qui est une question aussi fragmentée. Effectivement, le peuple mapuche est peut-être le plus important, mais pas le seul dans le cas du Chili. Et en fait, ce qui a été critiqué, c'est effectivement que certains droits auraient été plus travaillés que d'autres. Mais bon, c'est pas forcément, si on regarde le texte constitutionnel, les droits plus sociaux conventionnels comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit des retraites dignes et le droit au logement, qui étaient 4 droits fondamentaux, étaient bien là. Mais effectivement, une partie, le débat ne s'est pas crispé sur ces questions-là.
Sur la question peut-être du logement, oui, parce que, et ça c'est très courant aussi dans les débats constitutionnels, c'est à partir du moment où on redonne un rôle central à l'État dans la régulation de l'économie, quel est le rôle du droit à la propriété? Et ça, c'est une discussion qui peut-être méritait beaucoup plus de discussions en profondeur, mais comme ça a été monté en épingle par les médias, le fait que si on donnait le droit au logement à toute la population, on allait exproprier ceux qui avaient déjà un logement. Effectivement, ça a été monté en épingle de manière très intelligente par la droite, et ça a permis de critiquer le droit au logement tel qu'il était présenté dans la Convention. Tu l'as bien dit aussi, Franck, il y a eu la question de l'avortement, qui est une question très, très sensible au Chili et ailleurs, malgré le délitement de l'Église catholique suite au scandale dont tu as parlé, en particulier de pédophilie. On a quand même une Église évangélique très présente, qui est très, très présente aussi dans les quartiers, au niveau populaire, au niveau local, qui a fait partie de la discussion. Donc, ça a réveillé dans ce cadre de crise économique certaines peurs. Alors, effectivement, on a beaucoup discuté de jusqu'à quel point ces droits plus avancés fédéraient ou pas la citoyenneté et l'opinion publique en général. Et comme il a été monté en épingle aussi ce droit à la plurinationalité, la discussion s'est un peu déviée. Alors, il y a eu une discussion de fond ici au Chili de est-ce que ces droits sont effectivement des droits plus avancés par rapport à ce que voulait la population? En fait, moi, dans mon opinion, non, le texte était effectivement très long, le texte était complexe. Il y avait une option peut-être minimaliste que défendaient certains conventionnels d'un texte court. Mais le problème au Chili, comme tu l'as bien dit, Franck, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'élite, défiance vis-à-vis des pouvoirs, défiance vis-à-vis de la démocratie représentative, qui fait que les conventionnels sentaient que s'ils n'inscrivaient pas dans le texte le détail complet des droits, non seulement beaucoup de droits au Chili existaient déjà, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas garantis, il n'y avait pas d'institution qui permettait de les garantir. Enfin, il y avait des droits qui n'existaient pas, ça c'est très clair. Et en fait, peut-être que le problème, ça a été que du fait de cette défiance, le texte est finalement très long. Il y a effectivement des droits qui sont décrits à un niveau de détail qu'on pouvait ne pas attendre de la part d'un texte constitutionnel, mais qui répond en fait à la sensation que si ces droits n'étaient pas écrits et détaillés, le Congrès allait les retoquer par la suite. Et ça, c'est un problème duquel on n'est pas du tout sorti aujourd'hui, c'est-à-dire comment établir, garantir des droits, avec quelle institutionnalité qui représente l'ensemble de la population ou une partie suffisamment importante pour que, à l'avenir, dans n'importe quel organisme qui redéfinisse une nouvelle constitution, on puisse effectivement avoir une majorité des Chiliens qui, par vote obligatoire, vont être d'accord avec ce nouveau texte. Ça, c'est un peu la grande inquiétude qu'on a. Alors, je voulais vraiment revenir sur cette question des droits des identités qui est assez mal traduit en général. Dans le cas du Chili, effectivement, la question a été, dans le cadre de la crise, est-ce que ce texte était adapté ou il était trop avancé? Mais en fait, c'est assez difficile à dire. Il aurait fallu certainement plus de temps, mais ça n'était pas possible non plus. Il aurait fallu plus de contrôle sur les médias, comme tu l'as dit, Franck. Donc, en fait, c'est un peu une situation insoluble par rapport aux droits qu'il fallait garantir et par rapport au temps et aux capacités réelles qu'a eu la Convention. Je ne sais pas, Franck, si tu veux compléter. Il nous reste une dizaine de minutes avant de finaliser cette session. Non, mais oui, merci. En fait, la question que ça pose maintenant, c'est le post-référendum. C'est dans quel contexte va s'engager, parce que le processus constituant n'est pas fermé, ça on le sait, le président Boric l'a redit. Il y a eu un référendum d'entrée qui a massivement dit oui à une nouvelle constitution. Donc ça, c'est un point d'appui pour dire qu'il faut continuer la perspective d'une convention. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une nouvelle dégradation des rapports de force politique en faveur des secteurs les plus conservateurs et même des secteurs qui disent oui à une nouvelle constitution, mais qui ont vraiment une vision maintenant très minimaliste de ce que serait, en gros, mettons fin à la constitution de 80, parce que c'est quand même pas présentable. En 2022, là, il faut vraiment faire quelque chose. Mais à la place, avoir un texte minimaliste,
peut-être rédigé avec une commission mixte, il y aurait des experts ou des experts, des parlementaires et une partie élue. Et donc là, on voit bien que le caractère très avancé du texte qui vient d'être défait, qui était quand même issu de ce cycle hein, qui s'était ouvert en octobre 2019, là, il semble fermé. Même si on peut être optimiste au sens où il y a une partie de l'agenda qui a été installée tellement profondément qu'il ne pourront pas revenir en arrière. La parité, une partie des droits autochtones, il y a un ensemble de données qui, enfin, moi j'espère, ça serait très difficile de revenir dessus, mais donc ils vont être obligés de faire quelque chose d'un peu, je ne sais pas comment tu le vois, mais sous contrôle du Congrès et un peu minimaliste, quelque chose comme ça. Oui, alors la question de l'avenir, bon, après la défaite du 4 septembre 2022, s'ouvre la question de que faire. Et il y a eu certains débats sur le fait que, bon, bah, est-ce qu'on garde la Constitution de 1980? Comme dit Franck, c'est un peu imprésentable, même s'il a été abondamment amendé, en particulier en 2005. C'est effectivement une Constitution illégitime puisqu'elle est née au moment de la dictature. Donc ça a été quand même très peu d'acteurs étaient en faveur de cette position, quoique l'ultra-droite défend cette position-là et la droite populiste aussi. Donc il y a quand même environ 20-30% de l'électorat des dernières élections présidentielles, voire 30-40%, on ne sait pas trop parce que c'est très fluctuant le vote récemment, mais il y a quand même une partie de la population qui voudrait maintenir la Constitution de 1980. Mais même l'élite politique, comme tu le disais, Franck, n'est pas tout à fait d'accord. Par exemple, la question de la parité des femmes, même dans les partis de droite traditionnels catholiques comme l'Union démocrate indépendante, les femmes du parti disent on ne peut pas revenir là-dessus. Donc ça, c'est ancré. Et en fait, bon, bah, ça fait 3 mois que les partis sont dans une discussion assez complexe de est-ce que effectivement on va honorer le plébiscite d'octobre 2020 qui dit que de toute façon il doit y avoir un organisme 100% élu, citoyen, ce qui a été le cas de la Convention, ou est-ce que pour des questions de stabilité, de prudence, qui est l'argument de la droite, on va effectivement coller une commission d'experts à cet organisme qui pourrait en plus être élu à 50% avec des membres du Congrès. Donc ça, c'est encore en cours de discussion. Malheureusement, il n'y a toujours pas de fumée blanche qui sort pour l'instant. Et en fait, un des problèmes de fond, au-delà du type d'organe qui va à nouveau rédiger une constitution, c'est qu'en ce moment, tous les pronostics électoraux disent que n'importe quelle élection va favoriser les populistes et l'ultra-droite. Donc, la droite plus traditionnelle, le centre, la gauche et la gauche de la gauche, finalement, tout le monde fait ses calculs électoraux et pense que s'il y a un scrutin rapidement dans le cadre de la crise économique, on n'aura pas une situation proche de celle d'octobre 2019, ni de celle d'octobre 2020, on aura plutôt une situation proche de le résultat qu'on a eu pour le 4 septembre, voire les élections présidentielles, où il faut bien rappeler que, comme l'a dit Franck, le candidat de l'ultra-droite arrive premier au premier tour. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce aussi de mise au placard ou de difficulté à honorer les accords du fait que tous les acteurs républicains et même certains qui étaient hors système mais se rendent compte que finalement n'importe quel scrutin bientôt ne va être favorable qu'à des acteurs hors système. Donc c'est très très compliqué aussi de respecter des engagements démocratiques par rapport au référendum, en sachant que l'issue du vote va à nouveau être très défavorable aux partis plus traditionnels, à la gauche de la gauche qui a émergé depuis le mouvement étudiant 2011. Donc il y a un vrai problème de fond électoral qui est extrêmement difficile à résoudre en ce moment. Donc on sent les acteurs qui freinent en essayant de repousser le prochain scrutin à peut-être un moment de éventuelle sortie de crise ou du moins ne pas avoir la sensation d'être en pleine récession au moment du prochain vote, en particulier du prochain vote pour une prochaine convention. Ouais, donc c'est un peu le paradoxe hein, de là où on en est arrivé et de là où on est parti. C'est un peu les montagnes russes, le Chili des 3 dernières années. C'est assez impressionnant le cycle de conflit. En même temps,
les bifurcations politiques qu'a vécu le pays. On n'a pas approfondi, mais rien que la trajectoire militante et politique de Gabriel Boric, ça montre un peu les accélérations. Hein, dirigeant étudiant, quelques années plus tard député, quelques années plus tard président de la République à 35 ans, ça montre bien les décompositions en même temps de la politique traditionnelle du pays. Donc c'est assez turbulent comme conjoncture. Très bien, nous nous approchons de la fin de cette séance. Alors, Yvan est là, Abdoulaye aussi, mais je voulais remercier l'Association française de sociologie qui nous permet l'organisation de ce séminaire, le travail de Abdoulaye Diallo qui a permis la mise en place de cette session en particulier. Je voulais remercier aussi le COES, le Centre d'études du conflit et de la cohésion sociale, qui finance aussi en partie l'organisation de ce séminaire, et très chaleureusement à Franck Gaudichaud pour cette fresque très détaillée et très intéressante qui permet justement de sortir un peu la réflexion de la conjoncture et du au jour le jour, puisqu'effectivement le cycle politique chilien est un cycle long. La plupart des questions qui se posent aujourd'hui au Chili sont des questions aussi que se posent beaucoup de sociétés sur l'équilibre entre les différents groupes sociaux, les contributions des différents groupes, comment institutionnellement sortir de la crise de la démocratie représentative que nous affrontons tous, ceux qui avons encore la chance d'avoir une démocratie représentative. Rappelons aussi qu'elle est en recul dans un grand nombre de pays. D'ailleurs, nous réfléchissions éventuellement à faire une session en 2023 sur l'internationalisme de droite et l'avancée de l'illibéralisme au niveau global. Donc, merci beaucoup Franck pour le détail. Merci beaucoup Abdoulaye. Et donc, nous mettrons en ligne cette présentation sur le site du COES. Abdoulaye, vous avez le dernier mot. Merci, hein, merci Emmanuel, merci Franck. Enfin, c'est vrai que j'ai écouté avec beaucoup d'attention un peu votre présentation parce que moi, ça me fait tilter un peu sur la situation dans la sous-région ouest-africaine où on assiste de plus en plus à un effacement des partis traditionnels. On a de plus en plus dans l'arène politique une partie qui est pour le progrès, qui est pour l'alignement aux programmes internationaux, etc. Et on a des partis beaucoup plus conservateurs, traditionnalistes, etc. Et, ce qui m'a un peu fait sursauter sur le cas du Chili, c'est qu'il y a des forces, non seulement politiques, mais de la société civile, enfin, qui revendiquent des acquis et qu'on ne voit pas ici le plus souvent chez nous. C'est plutôt la société civile joue un peu un rôle assez éphémère finalement dans les sphères politiques. Et ce qui fait que dans le jeu politique, on ne voit que des acteurs politiques et qui ont des intérêts derrière et qui sont pas souvent compatibles avec ce que les populations attendent. Ce qui fait souvent qu'on n'est pas dans une dynamique progressive, mais plutôt dans une dynamique cyclique où on revient sur des acquis, etc. Je parlais récemment sur l'avortement médicalisé parce que j'ai fait des études là-dessus, sur l'avortement médicalisé au Sénégal. Institutionnellement, ça ne passe pas encore. Il y a des prérequis où on veut faire adopter cette loi en cas d'inceste ou en cas d'agression, de viol, etc. Mais de manière globale, enfin, on le refuse encore et il y a des lobbies, je dirais, religieux derrière qui sont très puissants, qui empêchent institutionnellement un progrès là-dessus, alors que sociologiquement, l'avortement se pratique au Sénégal. Donc, c'est un article que je vais publier bientôt dans European Journal culturel et politique sociologique. Je parle un peu de ça. Mais c'était une présentation qui vous permet de voir un peu ce qui se passe chez nous et c'est hyper important, hyper intéressant en termes de connaissance de l'Amérique latine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous autres, on peut apprendre de ces dynamiques et de ces contextes. Merci Franck, merci Yvan, je ne sais pas s'il nous écoute encore. Merci Emmanuel. On aura d'autres séances très bientôt et puis on va le mettre en ligne, on va pouvoir le partager. Yvan, je te donne le dernier mot. Je ne sais pas s'il est encore avec nous.
Merci en tout cas de l'invitation et puis on va approfondir tout ça dans d'autres occasions. D'accord. D'accord. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir à tout le monde. Merci, Anna. Au revoir, Anna. Au revoir. Merci beaucoup.